Bienvenue dans Oser l'élite, le podcast signé Mion Média qui met en lumière des talents africains qui se distinguent dans les environnements les plus compétitifs du monde. Aujourd'hui, nous recevons Joël Quadio, ingénieur formé à l'INPHB. Il a commencé sa carrière dans les grands travaux et l'ingénierie avant d'évoluer dans la finance et la gestion de projets. Passé par la Banque mondiale, par PFO Africa, où il a gravi les échelons, il poursuit aujourd'hui un MBA à Boston University et en transition vers le Project Finance aux États-Unis. Mais Joël, c'est aussi un engagement constant. Deputy Executive Director de l'ONG Green Ivory, il œuvre depuis plusieurs années pour l'environnement et l'émergence de nouveaux projets à impact. Il a également contribué à des initiatives comme TEDx Cocody ou le Denkem Institute, toujours avec l'idée de bâtir et transmettre. Dans cet épisode, on parlera de rigueur, de transition, de leadership, d'engagement et d'avenir. Comment on passe des chantiers de Côte d'Ivoire aux salles de cours de Boston? Qu'est-ce que cela dit d'une génération africaine ambitieuse, ouverte sur le monde mais profondément attachée à ses racines? Bonjour Joël et bienvenue Bonjour, dans cette nouvelle émission, ce nouvel épisode de Oser bonjour l'élite. Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. On espère que toi Oui, aussi. ça va, on se plaint pas. Ça marche. Écoute, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors Joël, si tu devais te présenter en dehors de tes titres et expériences, que dirais-tu de toi? Alors, Joël Quadio, jeune Ivoirien, dans la, dans la trentaine, je dirais, euh, très amoureux du football. Et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que là, je suis en train de penser à peut-être devenir un coach sportif. Donc, ouais, c'est vraiment l'une de mes passions. Au-delà de ça, également, j'ai également découvert les voyages. Et j'ai quand même eu l'opportunité de voyager dans la majeure partie des villes de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est également un de mes grands challenges, continuer à parcourir le maximum de pays et voilà, découvrir parce que c'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles facettes du monde et également de nouvelles opportunités. Donc, c'est principalement ces éléments-là qui m'intéressent et qui décrivent euh, ma vie au-delà de mon expérience, au-delà de ma formation, donc, principalement le football et également les voyages. Très bien. Et du coup, quand tu repenses à ton enfance ou à ton adolescence, quel souvenir fondateur t'a donné le goût du leadership ou de l'engagement ou de la prise de risque? Oh, souvenir de mon enfance, je check, difficile d'en trouver, mais je pense que l'élément ou les éléments les plus importants pour moi sont principalement les différents challenges auxquels on a été confrontés. J'ai quand même fait des écoles assez intéressantes où il fallait à chaque fois batailler en fait pour pouvoir se faire une place au soleil. Et ça a été vraiment des expériences assez intéressantes, surtout le fait de travailler avec un certain nombre de jeunes qui sont très intelligents et autres. Donc, je dirais que c'est le collectif qui demeure en fait l'une de mes passions en termes de leadership. Ça te donne en fait l'opportunité de te dépasser, de donner le meilleur de soi-même. Et c'est principalement ce que j'essaie d'utiliser pour renforcer mon leadership parce que je pense qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Très bien. Tu as mentionné tout à l'heure le fait d'être passé dans des écoles qui sont réputées être des écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, notamment le lycée scientifique de Yamsoukro. Ensuite, tu as fait les classes préparatoires de l'INPHB avant d'avoir ton diplôme d'ingénieur, donc en génie civil. Qu'est-ce que ces années ont forgé en toi? Ouf, ça a été des années assez intéressantes. Je pense que déjà, ces premières années-là ont été intéressantes déjà au niveau du CS. On va peut-être segmenter, hein, peut-être les expériences d'abord au lycée Bien sûr, scientifique, pourquoi pas des anecdotes, et puis ensuite l'INPHB oui, et tout. je vais même commencer avant le lycée scientifique parce que ça n'a pas commencé au lycée scientifique. Je pense que ça a commencé au CSM de Yopougon, Kouté. Et je pense que ça a été l'un des éléments déclencheurs parce que j'ai vraiment bossé avec des gars qui avaient quand même
de très belles connaissances, de très belles idées. Et je suis toujours ravi de voir que ces personnes-là sont vraiment dans des, dans des boîtes d'excellence actuellement ou encore dans d'autres pays en train de travailler. Donc, je pense que c'est le CSM qui a été vraiment l'élément déclencheur, être toujours en train de batailler et autres. Et c'est grâce au CSM que j'ai pu rentrer au lycée scientifique, je dirais. Au lycée scientifique, ça a été également intéressant. Le point, je pense que l'un des points importants du lycée scientifique, c'est que j'ai été très loin de la famille, quitter Abidjan pour Yamoussoukro, être à environ 200 km de la famille, c'est pas facile. Donc, ça a été vraiment très challengeant parce il faut apprendre à vivre seul. Euh, bon, pas à vivre seul, tu vis avec un coloc, mais loin de la famille. Donc, il faut apprendre à gérer. Et un jeune âge Oui, aussi, hein, oui. relativement, quand même, parce que c'est le Bien sûr, lycée. il faut apprendre à gérer sa vie et autres. Donc, ça a été, je pense que c'est vraiment l'un des points les plus challengeants de, de mon passage au lycée scientifique. En plus du fait que ça te donne l'opportunité de te faire énormément d'amis. Et je dirais que la majeure partie de mes amis sont des personnes que j'ai rencontrées au lycée scientifique. Donc, je pense que ça a été vraiment une expérience assez intéressante, surtout avec les notes. Et là, j'ai même une anecdote. Je sais que j'avais eu, si je me souviens très bien, en seconde, j'avais eu quand même de très bonnes notes et j'ai été orienté en première C1. En première C1, c'est normalement la classe des élites, de ceux qui font en fait la formation, qui prennent des cours en allemand. Et je crois qu'il y avait la première C3 pour ceux qui prennent des cours en espagnol. Donc là-bas, c'était vraiment challengeant parce que tu te retrouves avec tous les meilleurs de la seconde. Vous devez travailler ensemble, essayer de vous challenger et autres. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'avais eu, je crois, 11,90 en physique pour le premier semestre. Alors qu'au lycée scientifique, quand on fait ton cumul des moyennes en physique, tu dois avoir au minimum 12 pour pouvoir passer en classe supérieure ou bien tu es immédiatement transféré dans une autre école. Tu quittes le lycée scientifique. Donc là, ça a été vraiment un point assez important de ma carrière parce que là, je me disais, mais attends, comment je fais? J'appelle mes parents pour leur dire que j'ai eu 11,90 au premier trimestre. Comment ils vont se sentir? Ils vont se dire, mais attends, notre fils, c'est un bosseur, tout ça. Il arrive au lycée scientifique et puis bah, il a 11,90. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été vraiment un challenge pour moi. Essayer de voir qu'on peut être au fond du trou et puis pouvoir se relever dans ce genre de situation-là. Donc, ça a été vraiment un très, très, très gros challenge. Euh, mais finalement, je pense que ça s'est bien passé. On a pu, si j'ai pu finalement avoir mon bac là-bas, c'est que finalement, ça s'est bien passé. On a essayé de bosser beaucoup plus dur, travailler avec les amis. On avait ce qu'on appelle j'ai plus le nom, c'était des cours du soir, plutôt des séances de soirée qu'on faisait avec les amis de classe. Donc, ça a été vraiment assez important pour pouvoir s'améliorer. Je sais qu'on travaillait également les samedis, tout ça, parce que c'était un challenge. Faut aller s'arranger pour avoir le minimum et également, il fallait s'arranger pour être parmi les meilleurs. Donc, ça a été vraiment une expérience assez intéressante et puis être en mesure de pouvoir être loin de la famille, se débrouiller de soi-même. Donc, ça a été un élément assez formateur, je pense, dans ma carrière. Très bien, donc passage assez, hein, assez intense au lycée scientifique de Oui, Yamoussoukro. Je suppose que ça ne s'est pas, le rythme n'a pas baissé, hein, parce que les classes préparatoires de l'INPHB bien sûr, également, c'est quelque chose d'assez de réputé difficile et contraignant, ou en tout bien cas sûr. exigeant académiquement. Comment est-ce que tu es admis à l'INPHB? Est-ce que quand on fait le lycée scientifique, déjà, on se dit, ben écoute, dès la seconde, dès la première, on a déjà en tête l'INPHB,
ou ça se fait plutôt après avoir obtenu le bac, avec des discussions avec d'autres personnes? Comment déjà tu es au courant du concours et puis comment se passe ta préparation jusqu'à ce que tu sois admis dans ces classes C'est préparatoires-là? ça, c'est ça. Ça, c'est un point assez important parce que tu sais, je dirais que à notre période, euh, l'Internet n'était pas peut-être à son point fort comme maintenant où tu peux trouver toutes les informations sur les écoles, les universités, ou bien il y a des pages assez spécifiques qui essaient de partager les informations sur ces écoles-là. Donc, ça, on n'était vraiment pas à cette période-là. Notre chance au lycée scientifique, c'est on est très proche de l'INPHB. On est vraiment pas loin. Et il y a ce qu'on appelle les journées carrière euh, au, euh, à l'INPHB. Donc, l'INPHB en général invite les élèves à venir participer à ces journées carrière-là. Ou bien nos anciens, et ça c'est un point assez important en tant qu'alumni, je pense que c'est ce qui se passe dans la majeure partie des grandes écoles et universités. Les anciens de l'école, les anciens du lycée scientifique, les AS ont tendance à, et qui sont à l'INP bien sûr, ont tendance à revenir au lycée scientifique pour rencontrer les jeunes étudiants, les jeunes élèves, leur partager leur parcours, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement et essayer de les motiver et les pousser à rentrer dans eux leur filière. Donc, je dirais que depuis la seconde, l'INPHB est en quelque sorte ancré dans nos mémoires. Nous sommes vraiment intéressés par cela parce qu'il y a quand même une intéressante discussion qui se passe entre nous et l'INPHB. Donc, en termes d'opportunités, c'est principalement la première opportunité qui nous intéresse en sortant de l'école. Alors, comment ça se passe? Je sais après le bac, normalement, tu obtiens tes scores et tu as la possibilité de faire des calculs pour voir si tu pourrais rentrer à l'INP ou pas. Parce que je crois que l'INP a une grille avec des scores qu'il demande, des notes en maths, physique qu'il demande pour pouvoir rentrer dans les différentes filières. Donc, il faut chercher à savoir est-ce que ça serait possible que tu puisses être admissible aux classes préparatoires technologiques, aux classes préparatoires commerciales ou aux classes préparatoires biologiques, ou encore au DUT ou bien au DTS. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces notes et pouvoir faire ces calculs-là. Donc, je sais que j'avais fait ces différents calculs pour vérifier euh, est-ce que je pouvais en fait être admissible à cette école-là. Bon, au-delà de ça, je ne me suis pas simplement arrêté à l'INPHB. Je sais que j'avais également postulé pour, euh, pour les ATIC également. J'avais postulé pour les ATIC et j'avais également postulé. Il y avait également une bourse parce que en majeure partie, il y a des bourses qui sont offertes aux étudiants pour aller étudier dans d'autres pays. Donc, je crois qu'il y avait une bourse pour la Tunisie. Euh, J'avais postulé également, mais bon, finalement, je n'ai pas eu de retour par rapport à cette bourse-là. Donc, je dirais que les deux éléments importants sur lesquels je m'étais focalisé, c'était l'INP et les articles. Les articles, j'ai également fait les tests. J'avais été retenu parce que les scores de les articles sont sortis bien avant l'INPHB. Donc, j'avais été admis également à les articles. Mais finalement, en termes de prestige, j'ai préféré me tourner vers l'INPHB où j'avais été admis en classe, en classe préparatoire technologique. Donc, c'est ainsi que j'ai rejoint en fait l'INPHB. Alors, l'INPHB, comment ça se passe? C'est 2 ans de formation normalement, 2 ans de formation assez poussée en maths, physique, avec également de la chimie qu'on essaie de faire pratiquement pendant ces 2 ans-là et également des cours d'anglais pendant ces 2 ans. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment très compliqué parce que quand vous arrivez déjà à l'INPHB, on vous dit que c'est pas facile, quoi. C'est compliqué. Vos parents vous informent déjà que c'est difficile, qu'il faut bosser énormément et ce n'est pas parce que tu viens de telle ou telle école que tu vas t'en sortir parce que c'est très challengeant.
Et c'est principalement dans cette vague-là qu'on était. Et je pense que le fait d'avoir déjà fait, euh, ça reste mon point de vue, le fait d'avoir déjà fait l'INP, désolé, d'avoir déjà fait le lycée scientifique a été vraiment très important parce que je dirais que j'avais déjà vécu une bonne partie euh, des challenges auxquels on pouvait être confronté à l'INPHB, vivre loin des parents, tout ça, ça faisait déjà 3 ans que je vivais loin des parents, avoir des notes qui ne sont pas fameuses, c'était déjà un déjà vu. Donc, ouais, même si je reconnais qu'à l'INPHB, j'ai eu quand même des notes assez catastrophiques, mais ça a été vraiment un moment de challenge parce que tu constates que tu bosses avec tes amis pendant des heures, vous travaillez pendant des nuitées pour aller faire des compositions. Vous arrivez pour faire la compo et tout ce que tu as bossé, rien n'apparaît en fait dans le devoir. Rien n'apparaît dans le devoir. Et on avait une salle mythique où on avait l'habitude de faire les compositions. C'était, je crois, au tapis rouge. Dans la salle, le tapis est complètement rouge. Donc, on nous disait que c'était le sang de nos parents qui avait coulé. Donc, déjà, c'était vraiment un stress, quoi. C'était vraiment un très gros stress auquel on était confronté. Mais l'idée de se motiver tous les jours avec ses amis, en étudiant ensemble, avec des groupes d'études, je pense que c'était vraiment l'un des éléments très importants de savoir que même si tu as des difficultés, il y a toujours des personnes qui sont là avec toi pour t'aider à atteindre tes objectifs et travailler tous ensemble. Donc ça a été vraiment challengeant. On a eu des notes qui n'étaient pas fameuses. C'est le principe des prépas et ça te pousse à aller au-delà, ça te pousse à dépasser tes limites. Et ça, c'est vraiment très important. Ça te C'est pousse ça. à chercher des solutions qui sont souvent invisibles. Et, et ça a été vraiment une expérience assez intéressante. Donc, on a fait la première année qui s'est quand même bien déroulée. On a été accepté pour la deuxième année. La deuxième année, c'est une année où la majeure partie d'entre nous est beaucoup plus focalisée sur les concours. Parce que c'est la période où il faut se préparer au concours. Si tu n'es pas admissible au concours, si Exactement. tu n'es pas admissible, Parce que c'est la période où il faut déjà oui, faire ses choix par rapport à son école bien sûr, d'ingénieur. bien sûr. Donc, il y a une double contrainte. Est-ce- Et donc, comment toi, tu passes cette année et comment tu finalement choisis génie civil? Alors, donc comme je le disais, c'est vraiment la période où il faut se préparer pour les concours. Et, et il peut arriver que tu ne sois pas peut-être meilleur en première année ou en deuxième année et être au top dans un concours. Donc, les gens vraiment se donnent à fond dans cette partie-là parce que on ne regarde vraiment plus ce que tu as eu à faire en première année. On regarde qu'est-ce que tu peux prouver pendant le concours. Donc là, comme tu le sais, toujours, il y a forcément des écoles que tout le monde vise et autres. Et je sais que moi, j'étais plus intéressé par, si je me rappelle très bien, il y avait l'école des, il y avait l'énergétique, si je ne me trompe pas, qui m'intéressait très bien, la filière généraliste. Et il y avait l'ESTP aussi qui faisait partie de mes choix, l'École supérieure des travaux publics. Au-delà de ça, on a fait d'autres concours également. Il y a eu le concours il y a eu l'ENCA qu'on a eu à faire. Il y a eu, euh, il y a eu le concours de Casablanca, Centrale Casablanca. Je crois que c'était la première année d'ouvrir ce concours-là à l'INPHB. On était la première, oui, si je ne me trompe pas, on était la première cohorte à participer au concours à partir d'Abidjan, plutôt à partir de Yamoussoukro pour entrer à Centrale Casablanca. Je me souviens que j'avais fait les compos également, mais finalement pas retenu. Donc,
le point important était vraiment au niveau de l'INPHB. Et quand on a fait le concours, au niveau de l'USTP, j'avais été deuxième à l'entrée au concours de l'École supérieure des travaux publics. Donc, étant donné que c'était mon top choix, donc immédiatement, immédiatement c'est le choix que j'avais pris. Je crois que le, je me souviens du premier, le premier il est allé à l'UNCA, si je ne me trompe pas. Donc, immédiatement, j'étais le premier à rentrer à l'USTP. Donc, c'était quand même une victoire pour moi de savoir que je rentre à l'USTP comme le premier du concours. Donc, c'était pratiquement ça. Bosser, c'était toujours la même chose, hein, comme je le dis, bosser en groupe. Donc, il y a des groupes qui se forment où des personnes se disent, OK, voilà, moi, je vais faire tel concours. Toi, c'est tel concours aussi c'est le même concours que tu voudrais faire. Donc, on se met ensemble, on essaie de bosser parce qu'il y a des matières spécifiques pour chaque concours qui ont un pourcentage de points assez clair ou bien qui a un pourcentage de points qui est assez élevé. Donc, il faut vraiment bosser énormément dans ces matières-là si on veut être sélectionné pour, pour ces concours-là. Donc, c'est principalement ce que j'ai essayé de faire avec des amis. Et puis, il y avait également des groupes de travail en fonction des écoles où on provenait. Donc, par exemple, le lycée scientifique avait son propre groupe de travail. Les élèves du classique avaient leur groupe de travail, ceux de d'Alois avec leur groupe de travail. Et en plus de ça, il y avait d'autres communautés qui se créaient. Il y avait des communautés spécifiques au niveau de l'INPHB, que ce soit des communautés religieuses ou bien des communautés ou bien des familles. Il y avait également ce qu'on appelait des familles. Donc, tu pourrais te retrouver dans 3 ou 4 groupes en train de bosser. Donc, ça motivait énormément et savoir que au-delà de pouvoir entrer dans une école, il y avait vraiment cet esprit de famille-là. C'était vraiment un élément assez intéressant pour nous en termes de, en termes de relations avec avec nos différents amis. Donc, il n'y avait vraiment pas d'animosité parce qu'on essayait de s'aider tous ensemble pour pouvoir arriver, même si on sait qu'à la fin, c'est un concours et ce sont les meilleurs qui vont retenir. Donc, c'est principalement comme ça que ça s'est passé. Ça a été vraiment très difficile. On ne dormait pas. On essayait de donner le meilleur de soi-même parce que si tu échoues au concours, soit tu reprends ton année ou tu pars en 6 cours. En 6 cours, ce sont les DUT ou bien les DTS, en te met, je crois, en deuxième année, si je me trompe pas. Donc, c'était principalement ça. Donc, l'idée était de s'arranger, se donner le meilleur de soi-même pour pouvoir réussir au concours. Parce que si tu échoues au concours, et que peut-être tu as envoyé, tu n'as pas de diplôme, c'est comme si tu avais fait 2 ans nulle part, en quelque sorte, parce que tu ne reçois rien. Ouais, c'est Voilà, donc, un peu pour rien. Donc, c'est vrai que c'est un bien sûr, donc stress. Et effectivement, ça fait beaucoup d'années de c'est très stress entre le lycée scientifique, les prépas et ensuite l'école d'ingénieur. Mais finalement, on va dire que tout ça a payé, oui, puisque tu as démarré ta carrière ensuite, oui, jusqu'à intégrer des institutions comme la Banque mondiale, PFO Africa. Je crois qu'aujourd'hui, tu es chez Renew Energy Partners aux États-Unis. exact. Euh, Alors, Finalement, mhm, quel est le fil conducteur qui relie toutes ces expériences? Est-ce que tu dirais que c'est ton passage à l'INPHB qui t'a donné les ressources nécessaires pour pouvoir faire l'ensemble de ces institutions? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton entrée dans le milieu professionnel après ta diplomation à l'INP? mhm, Comment tu rentres à la Banque mondiale? Comment tu rentres chez PFO? Jusqu'à aujourd'hui avoir le parcours que tu as et l'expérience que tu as aux États-Unis. d'accord. Un point important qu'il faut signifier, c'est que déjà, pour mes classes de cycle ingénieur, on doit bel et Mhm. bien faire des stages. Et ça, je crois que c'est l'une des valeurs importantes au niveau de l'INPHB. On a cette capacité-là à faire des stages, même étant à l'école. Donc, je sais que j'ai fait 3 stages
pendant mon cycle ingénieur. J'ai fait 3 stages. Et souvent, c'est quand même difficile pour d'autres personnes dans d'autres écoles de pouvoir faire des stages. Donc, c'est vraiment un élément assez important parce que quand tu emmagasines déjà ce stage-là, ça te facilite en quelque sorte l'ouverture au monde professionnel parce que l'employeur se dit que c'est quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a déjà quand même touché à certains domaines et qui est à mesure de pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Et le plus, c'est que j'ai fait ce stage-là quand même dans des grosses boîtes. Je l'ai fait à Soja Satom, qui est une filiale de Vinci. J'ai également fait mon stage au port autonome de San Pedro, qui a été une expérience assez intéressante. Je, je me mettais sur des bateaux pour aller travailler également, pour aller faire des sondages. C'était vraiment intéressant. Ouais, et j'ai fait également une autre avec Terrabo qui supervisait les travaux d'élargissement du port d'Abidjan. Donc, c'était vraiment des stages qui ouvrent sur le monde. Et il y a également ce qu'on appelle euh, les- il y a ce qu'on appelle le PFE. Ça fait longtemps, donc j'ai un peu oublié certains thèmes. Le PFE, c'est le projet de fin d'études qu'on fait en troisième année. Et pour ces projets de fin d'études, ce sont des cas réels sur lesquels on doit travailler techniquement. Ça peut être soit un dimensionnement d'un bâtiment, ça peut être le dimensionnement d'une route, mais on le fait avec des entreprises qui sont dans le monde professionnel. Et je pense que on avait fait le nôtre avec le BNet, si je ne me trompe pas. On avait fait le nôtre avec le BNet. Donc, toutes ces expériences-là nous donnent l'opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde professionnel. Donc, même quand tu termines tes classes, tu es totalement prêt à débuter dans le monde professionnel. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée assez importante que j'apprécie. Et je me souviens qu'on avait même fait des travaux de dimensionnement d'un pont où on a dû veiller pendant 3 jours parce qu'on avait une deadline à respecter. Donc, donc, c'était vraiment challengeant. Ça te donne vraiment cette ouverture-là. Et je pense que en termes d'ouverture professionnelle, ça reste un élément assez important, être à mesure de pouvoir trouver des stages pendant qu'on est à l'école. C'est vraiment un élément assez important. Le deuxième point, je dirais que c'est la résilience. Euh, Être passé par toutes ces écoles-là, je pense qu'à un certain moment, quel que soit le domaine dans lequel on te met, tu es à mesure de pouvoir batailler, tu es à mesure de pouvoir t'en sortir, quel que soit ce qu'on te donnera à faire. Tu as confiance en toi, euh, tu sais que tu as reçu une formation de qualité, donc quel que soit le domaine, même si c'est un domaine qui est peut-être nouveau, tu es à mesure de pouvoir t'adapter, de pouvoir travailler le plus rapidement possible pour apprendre de nouvelles compétences et pouvoir s'en sortir sur ces différents dossiers-là. Donc, je pense que c'est vraiment ces 2 points-là qui, pour moi, représentent des éléments importants en termes de carrière. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on me met, je sais que je suis à mesure de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour apprendre le plus rapidement possible et puis être Et pouvoir tirer ton épingle du exactement jeu. être un challenger. Donc, ouais, je pense que ça reste des éléments assez importants à prendre en considération. Donc, tu penses que c'est ça, en fait, le socle, justement, qui t'a permis d'intégrer la Banque mondiale, par exemple, et ensuite PFO. Est-ce qu'il y a des anecdotes, par exemple, sur comment est-ce qu'on entre à la Banque mondiale, Alors, pour la finalement? Banque mondiale, ça, c'est un cas assez particulier. Pour entrer à la banque, il y a plusieurs voies. Soit tu passes par la voie normale, tu postules en tant qu'un spécialiste dans un domaine assez précis. Tac, tu passes tes entretiens et tu es sélectionné. Ou le deuxième cas, c'est soit tu rentres en tant qu'un consultant à temps partiel ou à temps plein
et tu travailles également sur des dossiers qui te permettent après de pouvoir y rentrer en tant qu'un staff. Le troisième cas, euh, ce sont les stages. Il y a des stages qui sont déjà bien structurés par lesquels on passe pour entrer à la banque. Donc, ce sont des stages qui sont ouverts à tout le monde. Il y a des stages qui sont vraiment spécifiques à certains pays, où il y a des stages qui concernent des filières assez précises. Et le dernier, ce sont les programmes comme le programme jeune professionnel ou encore le GPA également. Ce sont des programmes qui sont bien conçus et qui sont bel et bien ouverts à tous les pays membres de la Banque mondiale. Donc, ce sont pratiquement ces programmes-là. Le nôtre, il a été quand même assez spécifique parce que c'est un programme qui est dédié aux Africains, aux jeunes Africains qui ne sont pas encore sortis de l'école. C'est une opportunité pour eux de savoir qu'est-ce qui se passe à la Banque mondiale parce que je le dis franchement, quand j'étais encore à l'école, j'avais aucune idée de la Banque mondiale. Et tout ce qu'on se disait de la Banque mondiale, c'est que il faut être un financier, il faut avoir fait peut-être de l'économie, ce genre de choses pour pouvoir y travailler. Parce que quand on nous dit banque, c'est ce à quoi on pense immédiatement. Alors que c'est vraiment différent. C'est une banque multilatérale. Donc, ce ne sont pas forcément les mêmes focus comme une banque commerciale. Donc, c'est ce premier élément-là qui a été vraiment important. Et je me souviens que ils avaient organisé une session de, une session d'information au niveau de l'INPHB pour nous donner le maximum d'informations, nous dire qu'est-ce que la Banque mondiale fait, quelles sont les personnes qui travaillent là-bas, nous fait pas des personnes qui ont fait l'INPHB, qui y sont entrées, qui n'ont pas fait la finance, qui ont fait le génie civil, qui y travaillent. Donc, c'était vraiment un moyen pour nous de découvrir finalement ce qui se passe là-bas. Et pour ce programme-là, comme je le disais, ce programme-là visait les jeunes Africains avec un certain nombre de pays bien définis. Je crois qu'il y avait le Sénégal, le Cameroun, le Kenya, la Côte d'Ivoire, quel autre pays? C'était pratiquement ces pays-là qui étaient, euh, qui étaient concernés par ce programme-là. Donc, on avait soit la possibilité de travailler dans nous-mêmes notre propre pays, d'aller au siège à Washington, ou bien de travailler dans un autre pays en Afrique. Donc, c'était vraiment ça, cette possibilité-là. Et là, on remercie Ibou Diouf, qui a été l'élément déclencheur de ce programme de jeunes Africains-là, en leur donnant l'opportunité de découvrir qu'est-ce qui se passe au sein de la Banque mondiale, savoir que c'est pas que limité à un certain domaine et que tout le monde a sa chance de pouvoir y entrer. Et ça te donne également l'opportunité de savoir qu'il y a il y a d'autres banques également qui existent, qui, qui accueillent des personnes de ton profil et autres. Donc, ça a été vraiment ces éléments-là. Et en termes de processus, si je me souviens très bien, on a démarré, je crois qu'on devait terminer le, 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 le diplôme d'ingénieur en juillet 2018. Ils ont organisé les séances d'information, je crois novembre, novembre 2017. On a eu une première séance d'information en ligne et il y a eu une autre séance d'information où ils se sont déplacés pour venir à Yamoussoukro euh, pour essayer de plus nous motiver à participer. Donc, c'était principalement ces deux séances d'information-là. Et en termes de préparation, je me souviens que j'étais à San Pedro. C'est là-bas que je faisais mon stage de fin d'études, mon TFE. Euh, et l'un des critères importants, c'était l'anglais. Donc, il y avait déjà un premier tri qui avait été fait à l'école parce que la banque demandait à ce que l'école puisse proposer un certain nombre de candidats
Je crois c'était, si je ne me trompe pas, peut-être une dizaine de candidats, si je ne me trompe pas, que l'école devait proposer. Et ce qu'on regardait principalement, c'était nos notes en anglais, combien on avait eu en anglais. Et également, on demandait à certaines personnes, est-ce que vous êtes intéressé ou pas? Parce que bah, tu peux avoir quand même de bonnes notes et ne pas être intéressé par ce genre d'opportunité-là. Donc, ça a été vraiment le premier élément qui a été pris en compte. Donc, quand les 10 ou 12 ont été sélectionnés pour la suite de, de la procédure et que nos CV ont été envoyés. Parce qu'on devait faire nos CV en anglais. C'était la première fois de mettre son CV en anglais. Donc, je sais que si aujourd'hui je regarde mon CV, je vais dire, mais ce jeune là, on ne doit pas le. Mais bon, donc on a envoyé nos CV et il fallait se préparer pour la suite. Et comme je le disais, j'étais à San Pedro pendant, je faisais mon stage au niveau du port. Et l'élément important qui m'a, je dirais, beaucoup aidé dans cette application-là, c'est que mon thème pendant mon stage concernait l'étude des caissons. Donc, les caissons, c'est principalement comme, ce sont simplement des supports sur lesquels les navires viennent accosser. C'est comme des pas-planches et autres. Donc, c'est principalement le quai auprès duquel les navires viennent accosser. Donc, là, il fallait que je dimensionne un caisson qui pourrait être une option à utiliser au niveau du port de San Pedro. Et le cas intéressant, c'est que des caissons avaient été faits une seule fois en Côte d'Ivoire. Plutôt, ils étaient en train de faire les caissons en Côte d'Ivoire. Ils étaient en train de faire les caissons en Côte d'Ivoire et j'avais fait mon stage de deuxième année au port d'Abidjan avec Terrago. Donc, j'avais en quelque sorte eu l'opportunité de travailler un peu sur les caissons. Mais ma difficulté, c'était principalement la disponibilité d'informations sur les quais, comment se fait le dimensionnement d'un quai. J'avais déjà fait les dimensionnements d'autres types de quais, j'avais déjà fait les dimensionnements de pales planches, qui est vraiment quelque chose de différent. Et là, je devais faire des caissons qui sont des blocs en béton. Donc, c'était vraiment une première expérience. Et là, je me souviens que j'ai fait des recherches et autres pour voir est-ce qu'il y a des pays où ça se passe, est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà construit des ports avec des caissons. Je suis tombé sur le Pays-Bas. J'ai constaté que le Pays-Bas, étant donné que, comme on le dit, c'est un pays qui est bas, avec le niveau d'eau qui est au-dessus de la terre au niveau du Pays-Bas. Donc, ça a été, comment je pourrais le dire, ça a été challengeant parce que toutes les informations qui concernaient le Pays-Bas étaient soit en Dutch ou bien en anglais. Donc, ça m'a poussé vraiment à commencer à lire beaucoup de documents en anglais et je pense que ça a été vraiment un élément assez important. J'étais vraiment pas top en anglais. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut clarifier. J'étais vraiment pas top. Je faisais le minimum possible. Je me souviens même qu'au lycée scientifique, j'ai eu la même note en anglais pour le même sujet qui a été donné. Je crois que j'avais eu deux fois. Ils ont donné la même note, la même compo, j'ai eu la même note parce que je ne m'intéressais pas à l'anglais. J'étais beaucoup plus focus sur les maths, les physiques. Je me disais, mais, je vais faire quoi avec l'anglais? Mais ça a changé un peu plus quand je suis arrivé à l'INP. J'essayais quand même de participer un peu aux cours. Je m'en sortais un peu quand même. Mais l'élément déclencheur, ça a été vraiment mon passage à San Pedro, où je me donnais à fond. Je me souviens que mon collègue, mon collègue avec qui je travaillais me disait, mais toi, tous les jours, tu es en train de faire anglais. Tu as quel problème? Je dis, mon gars, l'opportunité qui est là, si tu ne maîtrises pas l'anglais, sois sûr que tu ne seras pas sélectionné, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle.
Et étant donné que mon thème était avec des documents spécialement en anglais et autres, ça m'a vraiment aidé dans l'apprentissage de nouveaux thèmes. euh, et pour le parler, j'essayais d'écouter beaucoup de podcasts, surtout les TEDx. C'était vraiment ce que j'écoutais tous les jours. Je sais que le matin, quand je me mets en route, je mets mes écouteurs, j'écoute mes vidéos. Je regarde mes vidéos plutôt et ça m'a vraiment aidé. Je ne faisais que répéter ce qu'il disait. Donc, ça a été vraiment un élément assez important. Après ça, on a eu à faire. Et finalement, tout ce travail a été, on va dire, n'a pas été vain, puisque finalement, la Banque mondiale, c'est quand même un environnement international Oui, bien sûr, bien sûr. au cours J'y duquel arrive. tu as dû pratiquer cette langue. J'y arrive. Je sais qu'on avait fait des sélections, tout ça et autres. Et pendant l'entretien même, c'était compliqué pour moi. Je me souviens plus du mot. Je sais on m'avait posé une question, mais le mot que j'ai utilisé, ça n'avait rien à voir. C'était un mot, mais bon, étant donné que je considère que j'ai mieux fait que certains de mes collègues, donc immédiatement, ça a été l'une des raisons d'avoir été retenu. Donc, j'ai beaucoup bouquiné également. J'ai essayé de lire toutes les informations qui concernaient la banque et spécialement le programme qui devait nous recruter. Donc, ça, c'est un élément très important, s'informer au maximum. Et j'ai également préparé des questions. J'avais par exemple constaté, je pense, après eux pourront me dire si ça a été l'un des éléments. Je sais que j'avais tellement bouquiné que j'avais constaté que sur le site internet du programme qui devait nous recruter, normalement, chaque année, ils publient un rapport annuel. Mais je crois qu'il y avait l'année 2016 où ils n'avaient pas publié de rapport annuel. Donc, quand tu parcours, il y a 2015, il n'y a pas 2016, on passe à 2017. Donc, ça a été l'une de mes questions que j'ai posées aux gars pendant l'entretien pour leur demander, ben, j'ai lu vos rapports, mais 2016, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Donc, je pense que ça a été également un élément important. Ça a montré que j'étais vraiment intéressé. J'ai pris le temps de chercher et découvrir qu'il y a quelque chose qui clochait pas au niveau de leur site Internet. Et après, ils m'ont donné l'explication, la raison pour laquelle il n'y avait pas de rapport, tout ça. Donc, je pense que ça a été quand même un point au niveau de la sélection. Et après, ils nous ont envoyé le mail final pour dire que j'ai été retenu. Euh, et l'idée pour moi, c'était déjà de travailler, de faire ce programme-là dans un pays anglophone. Malheureusement, je n'ai pas été retenu pour le faire d'un pays anglophone. Et je suppose que c'est parce que mon niveau en anglais n'était pas le top. Donc là on m'avait envoyé. Au préalable, ils avaient décidé que je devais être à Abidjan. Je crois 2 semaines après, ils m'ont dit finalement que je devais aller à Dakar. Donc, c'est ainsi que, quand je suis arrivé, quand j'ai fini mon stage au niveau de San Pedro, j'ai immédiatement, je suis allé soutenir parce que je crois, je me souviens plus trop si j'ai eu l'opportunité avant ou bien après ma soutenance. Mais on est allé soutenir. Quand on a fini de soutenir, tranquillement, je crois que j'ai fait 2 mois à Abidjan et je suis allé à Dakar. Et c'est ainsi que tout a commencé. Très bien. Donc, bureau de la Banque mondiale à Dakar. Voilà, après un parcours particulièrement riche en rebondissements. Et du coup, ce programme de la Banque mondiale, il était censé durer combien de temps? Alors, comme je le dis, c'est plus un programme d'immersion. Il est vraiment différent de la majeure partie des programmes de la Banque mondiale. C'est un programme d'un an d'immersion qui te donne la chance Mhm. de découvrir le métier au niveau de la Banque mondiale, de travailler sur des projets dans plusieurs pays. Là, je savais que je travaillais sur des projets. J'ai travaillé sur le BRT de Dakar à Diamniadio. J'ai travaillé sur des projets au niveau de la Guinée-Bissau. J'ai fait des missions en Guinée-Bissau. Donc, basé à Dakar, mais en fait, les missions sont assez variées sur plusieurs Bien sûr, pays. parce que en général, tu, tu travailles avec. Moi j'avais eu la chance, je crois que je travaillais avec 4 spécialistes. Je travaillais directement avec 4 spécialistes. Donc, j'étais sur 4 projets différents. Et les spécialistes,
même s'ils sont peut-être basés à Dakar, ils ont la possibilité de travailler sur des projets dans d'autres pays. C'est principalement comme ça que ça se passe. Donc, tous les spécialistes ne travaillent pas, n'habitent pas forcément dans le pays où ils travaillent. Donc ça, c'est vraiment l'une des chances. Ça te permet de beaucoup bouger et autres. Je sais que je travaillais avec d'autres qui étaient directement à Washington. Donc, c'était vraiment ça le plus. Et l'autre élément, c'est que, étant donné que j'étais à Dakar et que la majeure partie de mes projets étaient des projets francophones, donc je travaillais beaucoup plus avec des personnes qui parlaient l'anglais, plutôt qui parlaient le français. Donc, dire que pendant ce programme-là, j'ai totalement travaillé en anglais, euh, peut-être à 10%. À 10%, c'était peut-être pour certains calls que vous deviez faire, ou bien quand tu dois peut-être discuter avec des employés qui viennent au bureau de Dakar pour certaines missions. Dans ce genre de cas-là, oui, tu as peut-être la chance de discuter en anglais, mais si tu ne travailles pas sur des projets qui sont en anglais et que tes liens directs sont en train de travailler sur des projets en français et autres, la majeure partie, c'est en français que vous allez discuter. Surtout que nos discussions se font en majeure partie avec le gouvernement. Mais ça a été une expérience assez intéressante parce que ça te donne la possibilité de voir plusieurs interfaces au niveau de la banque, d'être en lien direct avec, avec le gouvernement, avec les entités telles que le port autonome de Dakar, avec qui on a énormément travaillé, avec le service de transport également de Dakar, avec qui j'ai également travaillé. Donc, ça te donne cette opportunité-là de découvrir également, énormément de personnes, de travailler avec les personnes du CETUD. Et ça a été vraiment intéressant. Ça te permet de te faire beaucoup de contacts, des personnes avec qui euh, tu peux toujours rester en contact et discuter avec eux. Donc ouais, Tu as commencé à construire un oui, réseau. bien sûr, en termes de construction des réseaux, ça a été vraiment très important, très important. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé un peu plus à la finance, parce que quand on travaillait sur le projet du BAT de Dakar, euh, on travaillait avec l'équipe de AFC qui se charge de la partie private. Donc, donc avec eux principalement, ils se chargeaient de tout ce qui est comme partie financière, ou encore avec les gars de Mega qui se chargeaient de tout ce qui est comme assurance et autres, underwriting du projet. Et ça m'a vraiment motivé, ça m'a vraiment intéressé de voir comment ces personnes-là travaillaient. Donc, je pense que ça a été l'un des éléments déclencheurs parce que on se retrouvait après pour jouer au foot et autres. Et je leur posais des questions. Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Votre rôle, c'est quoi concrètement? Parce que je suis perdu là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites sur ce projet-là concrètement. Et ça a été vraiment une partie où ils ont pris le temps de m'expliquer après une partie de foot comment ça se passe et autres. Et ça a été vraiment un élément marquant dans la décision de, de me tourner vers. Très bien. Et une question allait forcément survenir hein, sur ces questions. Parce que après ton expérience à la Banque mondiale, je crois que tu rejoins ensuite PFO, c'est C'est bien ça. ça? Donc, comme je l'ai dit, c'était un programme d'un an. C'est ça. Après ce programme-là, je retourne à Abidjan sans opportunité. Je sais que j'avais une opportunité, mais c'était pas clair, c'était pas clair. J'avais une opportunité au niveau de Dakar, mais il me faisait un peu trop tourner. Donc je me suis dit, bah, je rentre à Abidjan, je vais trouver quelque chose à Abidjan. Donc c'est ainsi que je rentre à Abidjan tranquillement. Euh, je commence à postuler et je me souviens que il y a des coins où je postulais et puis on me disait, ah bah, toi, tu as fait la Banque mondiale, hein. Nous on peut pas te recruter. Mais attends, c'est quoi cette situation-là? Donc finalement,
si j'ai fait la Banque mondiale, il faut que je reste avec des top boîtes. C'est ce que ça veut dire, en fait, parce que les gens ont cette impression que, ouais, le gars, il a fait des trucs, bon, il ne peut plus venir faire ça. J'ai dit, bah, OK. Donc, c'est comme ça que j'ai continué à toujours postuler à gauche et à droite. Et mon opportunité, comment je l'ai eu, j'ai envoyé un mail. Pour avoir mon opportunité, j'ai envoyé un mail. Mais avant d'envoyer ce mail-là, je sais que j'avais discuté avec un de mes gars qui va sûrement se reconnaître. Il m'a filé le mail du directeur des opérations. Il m'a dit, voilà son mail. Si tu veux l'opportunité, moi, c'est ce qu'il peut faire pour toi. Donc, c'est ainsi qu'il m'a fourni le mail du directeur des opérations. Il n'y avait pas de poste ouvert, en fait. Il n'y avait rien, aucune opportunité. Très bien, c'était une candidature Une spontanée, en fait. candidature spontanée. J'ai immédiatement pris mon sang-froid, j'ai écrit mon mail, voilà ce que j'ai fait, patati patata, un joli mail que j'ai envoyé au directeur des opérations. Et je pense qu'il ne m'a pas répondu. Hein. Il ne m'a pas répondu, il a forwardé mon dossier à quelqu'un d'autre qui m'a appelé, je crois, un vendredi soir. Il m'a appelé vers 19h. J'étais avec des amis quelque part. On était en train de prendre un pot. Je décroche, je suis dans un bruit, tout ça. Il me dit, bah, vous avez envoyé votre CV, tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez passer lundi si vous êtes disponible pour qu'on puisse faire un entretien? Donc, c'est ainsi que, tranquillement, je, euh, je pars le lundi, oui. On commence à faire l'entretien et autres, et puis on me dit, voilà, que tu peux commencer. Mais j'ai commencé avec un stage parce qu'ils m'ont dit, cher ami, on va voir si tu tiens. Donc, on te fait un stage d'un mois. Si tu tiens, il n'y a pas de souci, on convertit en même temps, on te donne un CDD. Donc, c'est ainsi que ça commence. Je fais un stage d'un mois, immédiatement, ils convertissent en CDD. Et puis, tac, je commence à travailler là-bas. J'ai travaillé sur énormément de projets assez intéressants et j'ai eu également cette opportunité-là de gravir des échelons parce que mes responsables ont su me faire confiance et ont quand même apprécié le travail que j'ai eu à faire au niveau de PFO Africa. Donc, en gros, c'est ça. Écoute, félicitations hein, pour cette étape également que tu as réussi à franchir. Mais comme tu es un homme qui aime les défis, au bout de quelques temps, ben, tu décides de faire un MBA Bien sûr, aux États-Unis, bien sûr. à Boston. Exact. Alors, ce que je vais mentionner aussi, c'est que tu as participé au programme YALI, Mandela Washington C'est Fellowship. ça. Est-ce que c'est ce programme, justement, qui a suscité en toi la volonté d'étudier dans ce pays? Et puis finalement, à quel moment est-ce qu'on décide de faire un MBA quand finalement on a un poste intéressant à Abidjan, avec probablement un salaire et conditions qui sont correctes ou acceptables quand on a eu le parcours que tu as eu jusqu'ici? Comment est-ce qu'on décide de faire ce MBA? Alors, en termes de décision, je pense que pour moi, il y a eu deux points, peut-être un troisième. Il y a eu deux points importants. Le premier point, c'est que je me dirigeais, en regardant mon parcours, je constatais que je me dirigeais purement dans une carrière en finance. Et avec mon background en génie civil, j'ai bel et bien constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait euh, des capacités ou bien des notions ou bien des techniques que je devais quand même maîtriser pour être beaucoup plus pointu dans mon boulot. Donc,
ça a été vraiment l'une des raisons pour pouvoir maîtriser tous les contours, que ce soit en trésorerie, en corporate finance, tout ce qui est comme investissement également, être en mesure de pouvoir maîtriser tous ces différents phasages-là. Je pense que c'est l'un des éléments importants parce que je me suis dit qu'à un moment, même si j'ai appris sur le terrain, il faut à un moment avoir un diplôme qui puisse me conforter et me permettre de pouvoir gravir beaucoup plus facilement euh, des échelons. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il concerne principalement mon intérêt pour, je dirais, pour l'environnement également, hein. Même si on en a pas encore discuté avec Green Ivory, mais je suis sûr qu'on y reviendra. Donc, principalement, l'amour pour l'environnement, être en mesure de pouvoir apprendre de nouvelles choses également sur le domaine de l'environnement, ça a également été un des points importants que j'ai pris en considération. Le troisième point, c'est sur tout ce qui est comme en termes d'investissement en Afrique ou principalement en Côte d'Ivoire, parce que, comme tout le monde pourrait le constater, on a vraiment un gros gap en termes d'investissement, que ce soit en investissement énergétique, investissement dans nos infrastructures, tout se limite principalement euh, au gouvernement. Il y a moins, je pense qu'il y a moins d'implication d'entités privées qui essayent de jauger le risque euh, au niveau du pays avant de s'engager dans ces différents projets-là. Donc, être en mesure de comprendre tous ces différents systèmes-là et puis pouvoir contribuer également à tous ces différents investissements qui se déroulent dans mon pays. Je pense que la meilleure des décisions, c'est d'aller apprendre, de savoir comment ça se passe et puis être en mesure de, se, de se retourner tranquillement et puis venir travailler. Le quatrième point, j'avais dit trois. Le quatrième point, c'est l'anglais. Comme je l'ai dit, il fallait pour moi que je puisse avoir, c'était un défi personnel de pouvoir travailler dans un environnement anglophone, passer toute la journée en train de travailler avec des gens et autres, discuter, comprendre, exprimer son opinion, même si c'est difficile pour quelqu'un qui vient d'un pays francophone, surtout que il y a des expressions qui sont spécifiques au pays qu'il faut chercher à comprendre et autres. C'est la même chose pour quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire. S'il ne comprend pas un peu de Nouchi, il ne va pas trop s'en sortir. Donc, c'est vraiment tous ces différents challenges-là qui m'ont poussé à décider d'aller faire cet MBA-là. Très bien. Et comment ça se passe depuis? Déjà, comment ça s'est passé niveau admission? On sait pas que intégrer ce type de programme peut être très challengeant. Voilà. Donc, comment ça s'est passé dans ton cas pour avoir cette admission? Et puis, comment ça se passe depuis euh, ton adaptation dans ce nouvel environnement hein, qui est complètement différent de ce qu'on pourrait trouver en Afrique francophone? C'est ça. Alors, côté préparation, comme premier point, côté préparation, euh, il faut prendre assez de temps pour se préparer parce que déjà, l'élément important, c'est que quand tu veux postuler dans la majeure partie des écoles dans le système anglophone ou bien un système européen, en général, les candidatures s'ouvrent un an avant la majeure partie des écoles. Donc, il faut déjà avoir ça en tête au moins 2 ans avant, se dire, ah, je vais aller faire tel ou tel programme. Pourquoi il faut déjà se préparer 2 ans avant? Il y a un an qui va concerner ton application. Donc, si quelqu'un veut, je dirais, veut postuler pour l'année, on est en 2025, quelqu'un veut postuler pour l'année 2027, c'est maintenant qu'il faut qu'il se prépare. Parce que entre 2025 et je dirais entre maintenant 2025 jusqu'à septembre 2026,
il y a un certain nombre de dossiers qu'il faut que tu prépares. Il faut, surtout quand tu viens d'un pays francophone, il faut que tu prépares ton test d'anglais. Si tu n'es pas très ponctué comme nous, il faut prendre assez de temps pour maîtriser la langue et prendre encore un peu plus de temps pour maîtriser le test parce que c'est quelque chose de différent. C'est différent d'apprendre la langue. Il faut prendre du temps pour maîtriser le test et passer le test et espérer avoir le minimum demandé par les écoles. Et si ce n'est pas possible, il faut refaire encore ces différents tests-là. Au-delà du test anglais, il y a également le GMAT ou le GRE qu'il faut faire pour montrer qu'on a des compétences de logique, des compétences en maths et autres. Donc, cette année-là te permet de pouvoir passer tous ces différents examens et concours, d'également traduire tes bulletins en anglais, euh, de certifier tes diplômes, parce que il y a des écoles qui demandent à ce que tu fasses certifier des diplômes par des entités. Donc, les entités doivent contacter ton école et la procédure peut prendre 3 mois, 4 mois, dépendamment de la rapidité des interlocuteurs. Donc c'est l'une des raisons déjà pour qu'il faut prendre 1 an. Quand tu finis de prendre ta première année pour préparer tous tes dossiers, que tu es prêt, décembre 2000, que dis-je, septembre ou octobre 2026, c'est déjà l'ouverture des applications. Et ils le font par session. Donc, tu auras la première session, deuxième session, troisième session. Et en général, les gens préfèrent attendre deuxième session, troisième session pour postuler. Alors qu'il est plus facile peut-être de postuler dès la première session si on n'est pas en mesure de pouvoir capter un certain nombre d'écoles, on a toujours une chance de postuler à d'autres écoles. Si on veut vraiment continuer, de pouvoir postuler à d'autres écoles pendant la deuxième ou la troisième session. Mais il est encore plus intéressant de faire la première session parce que il faut que tu te prépares pour ton visa. Ça prend énormément de temps pour prendre un rendez-vous pour le visa, pour également faire tout ce qui est comme autre procédure. Donc, c'est principalement ce que je recommande. 2 ans, et c'est comme ça que j'ai essayé de me préparer, faire mes 2 ans pour préparer le maximum de documents qu'il faut et pouvoir être admis. Donc là, j'avais postulé tranquillement et je crois que moi, j'avais postulé pour, je crois, la première session, non? La première ou la deuxième? J'avais fait la deuxième. La deadline était, je crois, janvier et j'ai été admis en février. Quand j'ai été admis, j'ai été admis avec une bourse, une bourse qui couvrait principalement les frais scolaires et autres. Donc, ça a été vraiment un oui, un oui, parce que je sais que j'avais été admis dans d'autres écoles, mais l'un des points les plus importants était la poche, l'aspect financier. Donc, donc, ça a été vraiment l'une des raisons principales euh, de rejoindre BU, Questrom School of Business. Le deuxième point, c'est que en termes de curriculum, ils offrent une panoplie de cours qui, où on a cette liberté de pouvoir choisir les cours qu'on voudrait. Il n'y a vraiment pas de restriction sur un certain nombre de cours qu'on pourrait prendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait parce que au-delà de, comme je l'ai dit, au-delà de la finance, il y a également des cours en environnement que je voulais prendre. Je sais que, par exemple, j'ai des cours à prendre en gestion d'ONG. Donc, c'est vraiment des cours qui ne sont pas forcément liés purement au MBA, mais j'ai cette facilité-là, comparé à d'autres écoles où le cursus est déjà, où le curriculum est déjà figé et on n'a pas cette possibilité-là de pouvoir faire des switches. Donc, c'était vraiment ces deux éléments importants qui m'ont vraiment poussé à prendre cette école-là. En termes d'environnement, comme tout le monde le sait, c'est la Côte d'Ivoire
les États-Unis, c'est vraiment deux mondes différents et c'est tout à fait normal. Chaque pays a ses propres cultures, a ses propres règles. Les fonctionnements ne sont pas forcément les mêmes. Donc, le fait de passer d'un pays à un autre, il y a forcément des éléments auxquels il faut s'adapter. Je sais que quand je partais au Sénégal, c'était la même chose. On pense qu'on a forcément les mêmes habitudes. Maintenant, quand tu arrives au Sénégal, tu constates qu'il y a énormément de différences auxquelles tu dois t'adapter. Et c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement ce que euh, euh, c'est pratiquement ce que j'ai essayé de faire. Et en termes de différence, la première différence, c'est principalement au niveau des cours. C'est plus le même style de cours. Ici, c'est beaucoup plus des études de cas qu'on essaye de faire. Et il faut préparer son cours en avance. Il faut lire les études de cas en avance et venir les discuter en classe. Donc, c'est vraiment challengeant pour quelqu'un pour qui c'est pas la première langue. Il faut discuter énormément il faut discuter énormément en classe et ça fait partie des notes. Si tu discutes pas, tu n'auras pas la meilleure note. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas dans notre système et auquel il faut directement, directement s'habituer ici. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants. Et quand on a un point à partager, on a un avis à partager, il faut le partager et sinon ils considèrent que bah, tu n'as rien à dire, quoi. Donc ça, c'est vraiment des éléments auxquels on a dû s'adapter, mais je pense que il y a certains que j'avais déjà acquis avec l'expérience au niveau de PFO parce que j'avais déjà eu cette opportunité-là de travailler avec le leadership management. Donc, c'était plus facile pour moi de discuter et autres. J'avais déjà cette possibilité de donner mon avis pendant les réunions, tout ça. Donc, ça m'avait déjà forgé et ça a été facile. En termes de moments auxquels il faut postuler pour le MBA, la majeure partie des MBA aux États-Unis sont dirigés vers des professionnels qui ont au moins 3 ans d'expérience, 3, 4, 5. Il y a d'autres même qui ont 10 ans d'expérience et qui viennent faire le MBA. Donc, le MBA n'est pas forcément dirigé aux jeunes qui viennent de sortir de l'école. Il est plus important d'avoir un peu plus d'expérience pour faciliter l'immersion dans le monde du MBA et même pour les opportunités qui sont offertes aux personnes qui ont fait l'MBA. C'est les prérequis, on demande en général que la personne ait au moins 3 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. Donc, c'est vraiment pas dédié à des personnes qui n'ont pas encore des années d'expérience. Il y a d'autres programmes spécifiques auxquels ils pourraient, auxquels ils pourraient participer. Donc, c'est pratiquement ça. Très bien, merci pour ce partage d'expérience hein, sur les États-Unis. Tu l'avais mentionné lors de ta réponse précédente. Tu es quelqu'un de très engagé également dans le domaine associatif, notamment sur les questions d'environnement. Parce que tu es passé de bénévole à Deputy Executive Director de l'ONG Green Ivory depuis 2019. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir bénévolement si tôt dans ton parcours? Et puis pourquoi le sujet de l'environnement? Alors, comme j'aime si bien le dire, on n'a pas besoin d'attendre la réussite pour donner. Dès le bas âge, si on a la possibilité de pouvoir travailler de manière collective avec des personnes, il faut déjà démarrer. Et je pense que c'est l'une des visions des associations, des ONG. L'idée, c'est de pouvoir travailler collectivement pour atteindre des objectifs assez durables. Je me souviens que pour Green Ivory, pour pouvoir m'engager à Green Ivory, ça revient au moment où je quittais je quittais Dakar. Comme je l'ai dit, quand j'ai fini mon programme à la banque, je suis descendu directement à Abidjan. Et je crois que j'avais fait un mois ou un mois et demi avant de démarrer chez PFO Construction. Donc, j'étais là.
j'avais pratiquement rien à faire. Et j'aime pas souvent rester là à ne rien faire. Et ça a été l'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de rejoindre Green Ivory. Et je me souviens que j'avais pris mon téléphone, je cherchais des opportunités. J'ai tapé ONG sur Facebook. Et immédiatement, je suis tombé sur la page de Green Ivory. Je l'ai écrit sur les pages Facebook en messagerie. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ils font telle activité à Cocody, dans une école. Donc, si je suis intéressé, je peux passer là-bas et on pourra en discuter. On pourra, voilà, je pourrais commencer à travailler avec eux. C'est ainsi que c'est parti. Donc, quand j'ai commencé, comme je le disais, j'étais un bénévole. On n'était pas nombreux également. Je travaillais dans une école à Akwedo. Et dans cette école-là, le projet sur lequel j'étais, c'était le projet École verte. Donc, l'idée, c'était de donner une opportunité à nos jeunes, aux enfants qui sont dans cette école-là, de, de mettre en place leur propre potager, euh, de, de, de travailler à faire pousser eux-mêmes leurs propres plantes, savoir comment on fait des plants et autres. Donc, c'était vraiment ce petit exercice-là qu'on essayait de faire, leur donner dès le bas âge l'envie de, euh, de l'envie de vouloir lutter contre le changement climatique et également leur engagement pour tout ce qui est comme sustainability. Donc, c'était principalement ça l'idée du projet. Donc, en gros Green Ivory, c'est une ONG environnementale qui essaie de donner cette exposition-là aux jeunes à tout ce qui est comme opportunité liée à l'environnement. Donc, leur donner cette opportunité-là de pouvoir découvrir euh, tous les challenges auxquels le monde est confronté et également leur faire découvrir toutes les opportunités qui existent en fait dans cet intéressant domaine-là. Toutes les opportunités, tout ce qui est comme green jobs auxquels ils n'ont pas d'informations, c'est vraiment de leur offrir cette ouverture-là pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et l'autre point qui concerne principalement Green Ivory, c'est notre engagement, s'assurer que nous faisons partie du changement. S'assurer que nous soyons leaders du changement environnemental en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Et donc, ça fait partie de notre vision. Et c'est la raison pour laquelle actuellement on a des projets assez intéressants, dont notamment le projet Journée sans plastique qui se déroule actuellement à Grand Bassam, où l'idée c'est de collecter les déchets au bord des plages, dans la ville et autres, et les transmettre immédiatement à des collecteurs afin de participer à l'économie circulaire en transformant ces déchets-là en des matières qui pourraient être à réutiliser dans nos maisons ou dans notre environnement ou dans notre environnement le plus proche. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et actuellement, avec ce projet-là, on a embauché des jeunes. Donc, on a créé déjà de l'emploi. Et ces jeunes-là sont rémunérés. Et tout ça grâce au soutien de nos différents partenaires qui nous soutiennent sur ces projets-là, tels que l'Union européenne et, et également, et également Evoca aussi qui nous soutient sur ce projet-là et également un autre fonds qui nous soutient. Donc, c'est principalement ces personnes-là qui nous aident à pouvoir atteindre facilement cet objectif-là de collecte de déchets et également de création d'emplois parce qu'au-delà de cette sensibilisation, de cet engagement-là, l'idée, c'est de pouvoir aussi donner l'opportunité
à des jeunes comme nous de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir s'engager dans le développement durable de la Côte d'Ivoire. Alors, après le bénévolat, après cette petite partie de bénévolat que j'ai eu à faire au niveau d'Aquido, j'ai commencé en tant que, j'ai après été chef de projet sur le projet d'Aquido, et je me souviens que j'avais débuté mon boulot déjà. Donc, il fallait jongler entre, entre le boulot et Green Ivory. Donc, pratiquement mes week-ends étaient dédiés à Green Ivory. Mes soirées, mes week-ends. Exactement, ça allait être ma question suivante. Comment tu arrives C'est ça. à trouver l'équilibre entre une carrière exigeante et puis ces engagements C'est associatifs-là? ça. Donc, je jonglais principalement entre Green Ivory et PFO. Et quand, quand je... L'idée, c'est plus, comme je l'ai dit, c'est plus de la programmation. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a à faire et pouvoir planifier ces différents éléments. C'est clair qu'il va toujours avoir des modifications dans nos programmations, mais quand on a un programme qui est assez clair, c'est encore plus facile de pouvoir gérer nos différentes tâches. Donc, j'avais déjà une idée claire de ce qu'on devait faire par semaine au niveau de Green Ivory. Il y a des fois où il fallait passer à l'école, tout ça. Je me souviens qu'il y a des fois où je prenais même ma pause pour aller à l'école pour voir comment ça avançait et autres. Et c'était vraiment intéressant. Le point important, c'est la passion. Quand on n'a pas cette passion-là, c'est difficile pour nous de pouvoir euh, combiner ces différents postes, ces différentes occupations. Il faut être vraiment amoureux de la chose pour que les choses puissent avancer. Et je suis totalement fier parce que euh, au niveau auquel Green Ivory se trouve actuellement, c'est vraiment un plaisir de voir que j'y ai contribué, en plus de toute l'équipe qui y est, avec notre président, tout ça. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir que Green Ivory à ce niveau-là est à mesure de pouvoir être recommandé par de grandes institutions qui sont intéressés par notre travail, qui nous sollicitent pour mener à bien un certain nombre de projets. Ouais, c'est toute une fierté. Il faut avoir cette passion-là et puis planifier ses activités. Et puis, voilà, je pense que ça sera comme sur des roulettes, ça va rouler tout seul. Très bien. Alors, en termes de vision cette fois-ci, après ce parcours que tu nous as décrit et aujourd'hui, ta présence aux États-Unis, est-ce que le retour en Afrique de manière générale ou en Côte d'Ivoire en particulier est pour toi une évidence, un projet ou encore une interrogation à ce stade? Oh, je dirais que c'est déjà clair que je reviendrai au pays. Et ce point-là, j'en discute tous les jours avec certains de mes amis. Hein. Je leur dis, bah, l'objectif pour moi, ce n'est vraiment pas de rester ici. Mon objectif est clair. Euh, Avoir l'opportunité, finaliser mon diplôme, avoir l'opportunité de travailler un certain nombre d'années et de me retourner. C'est déjà clair. Il n'y a rien pourra changer, euh, qui pourra changer ce point-là. Donc, c'est déjà clair dans ma tête. Je sais que l'idée pour moi, c'est de contribuer au changement dans mon pays. Et pour cela, il faut, je le pense, qu'il faut être sur place pour pouvoir, pour pouvoir le faire. C'est bien de vouloir contribuer au bonheur d'autres pays, mais au finish, il faut penser également à sa mère patrie. Et le retour est une décision, est un point non négociable actuellement pour moi. Très bien. Et pour toi, comment est-ce qu'on peut former et exposer davantage de talents africains aux standards internationaux sans les couper de leurs racines locales? Alors, alors ça, c'est une très belle question. Je pense que pour cela,
il faut déjà, et je pense que ça se fait déjà, il faut déjà mettre en place des partenariats qui donnent l'opportunité aux jeunes de pouvoir apprendre de ces autres pays-là qui sont beaucoup plus avancés en termes de technologie et autres. Ça reste vraiment mon point le plus important, créer cette opportunité-là. Mais aussi donner la chance aux jeunes de pouvoir aller se former pour revenir enseigner, je dirais, enseigner en fait nos jeunes de telle manière à ce qu'on n'ait plus forcément besoin de dépendre à 100% des talents extérieurs. Donc, je pense que ça, c'est également un élément important. Mais pour ça, il y a tout un mécanisme qui doit être mis en place et autres. Il y a tellement de points à prendre en considération. Est-ce que les jeunes eux-mêmes sont intéressés à revenir au pays? Est-ce qu'ils sont intéressés à toujours contribuer aux besoins de leur nation? Est-ce que l'État, à son niveau aussi, met en place des procédures pour faciliter leur insertion? Mais je dirais que la majeure partie du temps, on peut pas toujours blâmer l'État. Il y a des entreprises qui sont là pour nous accueillir, mais le plus gros problème pour la majeure partie des jeunes, c'est qu'ils s'attendent à être dans les mêmes conditions quand ils rentrent au pays, ce qui n'est pas possible avec les devises qui sont totalement différentes et autres. On ne peut vraiment pas se retrouver dans les mêmes conditions. Donc, je pense que l'une des probables solutions qu'on pourrait utiliser, c'est principalement cette connexion-là avec cette connexion universitaire-là qui peut être déjà liée l'opportunité pour certaines jeunes de pouvoir effectuer des stages dans d'autres pays pour découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas et pouvant facilement répliquer ce qu'ils ont appris dans notre pays. Et ça se fait déjà. C'est pas des choses qu'on va inventer. Je sais que l'INP a des partenariats avec certaines universités pour faciliter l'apprentissage. Mais comme je le dis toujours, le point important, c'est le retour au pays. Comment ils font pour revenir, ça reste l'un des éléments les plus compliqués. Il y a eu également, il y a également le programme YALI auquel j'ai participé qui te donne aussi la chance d'aller voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, de partager également ton expérience, de découvrir ce qui se passe dans d'autres pays africains parce que je me souviens que c'est grâce au YALI que j'ai découvert euh, les cultures de certains autres pays en Afrique dont j'avais aucune connaissance, où je me disais que voilà, on a pratiquement les mêmes cultures. Donc, ça te permet également de t'ouvrir au monde, de savoir qu'est-ce qui se passe et de pouvoir retourner enrichi. Donc, ça, c'est l'un des points les plus importants. Et je pense que le troisième point qu'on pourrait également utiliser, euh, c'est c'est d'avoir des cours qui sont peut-être dispensés par des professionnels euh, qui sont à l'extérieur du pays également. Ça pourrait être un élément assez majeur. On a plein de professionnels, on a plein de jeunes Ivoiriens qui travaillent dans de très belles boîtes, qui travaillent dans de très belles universités, qui ont ce background à partager, qu'on pourrait également inviter. Ils n'ont pas besoin forcément d'être professeurs à temps plein, mais ils pourraient participer à certains cours. Et c'est quelque chose qui se fait énormément ici aux États-Unis. Ils peuvent participer à certains cours, que ce soit en ligne, pour partager leurs expériences, parler de certaines thématiques assez importantes. Et je pense que c'est l'un des points qui facilite l'adaptabilité des étudiants sur le marché de l'emploi parce qu'ils ont l'opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde professionnel. Donc, quand ils arrivent, on ne leur dit pas ben, qu'est-ce que vous avez finalement appris à l'université parce que vous ne maîtrisez rien. Donc, je pense que ça reste un élément assez important qui doit être pris en considération et je pense que c'est l'un des points forts de l'INPHB parce que je sais que les cours que je prenais, il y avait une très bonne partie de nos enseignants qui étaient des professionnels.
Donc, les cours qu'on prenait, c'était vraiment pas de la théorie, c'était vraiment quelqu'un qui avait une idée claire de ce qui se passe sur le terrain, mais en plus de nous donner quand même de nous partager les concepts théoriques, il y avait cette opportunité-là de nous dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, est-ce que c'est ce qui se fait théoriquement qui est appliqué sur le terrain ou pas, quels sont les challenges, est-ce qu'il faut tenir compte de tous les stakeholders qu'on a au niveau de notre projet, l'impact et autant. Donc, je pense que c'est vraiment ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Et je le répète encore, les points importants, les points importants pour moi, c'est vraiment cette liaison université, entre universités euh, de plusieurs pays. Le deuxième point, c'est de permettre aux jeunes euh, de permettre à des professionnels ivoiriens de pouvoir partager leurs expériences également à tous ces jeunes talents-là qui ont besoin de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que ce sont des points assez stratégiques qui doivent être mis en place, notamment le point sur le retour d'expérience des Ivoiriens pour euh, faciliter l'intégration au niveau du pays et permettre à ce que tous nos jeunes Ivoiriens permettre à ce que tous nos jeunes Ivoiriens pensent à travailler finalement au pays au lieu de quitter ce territoire-là. Donc ça, c'est vraiment un appel que je lance parce que je pense qu'il est vraiment très important qu'à notre niveau aussi, on puisse mettre en place, on puisse lancer des initiatives pour que ça, pour que on puisse atteindre ces objectifs-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train aujourd'hui de dire que je suis intéressé par un retour parce que je pense que le pays, on ne le bâtit pas étant loin. Très bien. Joël, c'était la dernière question de notre entretien. Place maintenant à un jeu de fin avant que tu puisses donner ton mot de conclusion. Alors, concernant le jeu de fin, je te donne des situations et tu réponds spontanément. On y va. Si tu devais choisir un mentor, vivant ou décédé, pour un café d'une heure, qui ce serait? Alors, ça sera Jeff, Jeff Jefferson. C'est l'un des, c'est l'une des personnes qui m'a vraiment épaulé euh, ici aux États-Unis. C'est vraiment une personne avec qui je voudrais encore passer une heure de temps parce que je pense que ses conseils et sa vision a été vraiment un point assez important pour moi. Très bien. En deux, si tu devais lancer demain ton propre projet en Afrique, dans quel secteur ce serait? Alors, je serai toujours dans le secteur des infrastructures et de l'énergie. Ok. Si tu devais donner un cours, que ce soit à Boston University ou à l'INPHB, quel en serait le thème? Ça sera financement des projets dans les pays émergents. Et je pense que c'est quelque chose qui colle bien avec ce que je fais. Et oui, je serais vraiment intéressé à donner ce cours-là. Très bien. Si tu devais résumer ta philosophie de vie en un mot, lequel choisirais-tu? Je dirais consistance. Consistance. Il faut être consistant dans tout ce qu'on fait. Très bien, voilà, c'est la fin du jeu. Je vais te laisser la parole maintenant pour un mot de fin. Alors, merci encore, Emmanuel, pour cette opportunité-là. Ça a été vraiment une trempe de discussion assez intéressante où on a pu vraiment parler de mon parcours, de tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant et également des ambitions, de mes ambitions pour le futur. Et le mot que j'aimerais lancer, c'est principalement pour nos jeunes frères qui sont intéressés, qui ont des projets, qui ont des initiatives, que ce soit des initiatives ou des projets liés à l'école, liés au domaine professionnel. Le seul mot que j'ai à dire, c'est de se lancer. Il ne faut pas
il ne faut pas se mettre des barrières parce que tant que tu n'auras pas tenté, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à travers l'expérience qu'on est en mesure de pouvoir corriger de pouvoir corriger nos différentes euh, situations, de pouvoir les améliorer, pouvoir atteindre finalement notre objectif. Comme on le dit si bien, qui ne tente rien n'a rien. Donc, le minimum, tenter, quel que soit le résultat, au moins tu auras eu la chance de l'expérimenter et de pouvoir partager ton expérience. Il ne faudrait pas se limiter. S'il y a toujours des opportunités d'apprendre, il faut foncer, aller tout droit et donner le meilleur de soi-même pour atteindre ses objectifs parce que en fin de journée, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? Est-ce que j'ai pu finalement faire ce que j'aimerais pendant toute ma carrière? C'est vraiment ça le plus important, je pense, dans la carrière d'une personne. Donc, c'est vraiment ça mon mot. Foncer, être résilient, se donner tous les moyens pour y arriver parce que, quelle que soit la difficulté, il y a toujours une solution au bout du tunnel. Merci Joël pour ce partage d'expérience. C'était Oser l'élite avec Joël Quadio. Son histoire montre qu'on peut conjuguer ambition internationale et engagement local, qu'on peut bâtir des ponts entre la Côte d'Ivoire et le monde. À celles et ceux qui écoutent et se demandent si eux aussi peuvent franchir des frontières académiques, professionnelles ou personnelles, la réponse est oui. Mais il faudra de la discipline, du courage et surtout de la conviction que l'excellence africaine a toute sa place partout où elle choisit de s'exprimer. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Oser l'élite, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui élèvent le niveau pour eux-mêmes et pour toute une génération. Merci à tous.